Bonjour et bienvenue à Numérique, l'émission numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Je suis Céline Delval. Et aujourd'hui à l'émission, on vous fait découvrir des acteurs numériques de Québec qui font leur marque ici, mais également à l'international. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline, tu apprécies ton séjour? Ah oui, je suis comme chez moi. Et puis je dois dire qu'au Web à Québec où nous sommes, je découvre beaucoup de projets numériques intéressants. Oui, et le Web à Québec, le WAC, en est à sa 6e édition cette année et fait partie intégrante de la programmation de la première semaine numérique de Québec. Donc on peut vraiment dire qu'on est entouré de passionnés de web. Oui, et les organisateurs du Web à Québec sont un peu mes cousins puisque je suis responsable du développement international de la même association en France. Ah, c'est super. Écoute, pour en connaître davantage sur l'écosystème numérique de Québec, l'émission d'aujourd'hui, c'est la bonne. On parle de culture et d'art numérique. Peut-être que certains d'entre vous entretiennent des préjugés élitistes contre les expositions dans les musées. Vous changerez sûrement d'avis après avoir écouté notre première invitée, Anouk Gingras, chargée de projet au Musée de la Civilisation, responsable de l'exposition Nanotechnologie, l'invisible révolution. Bonjour Anouk. Bonjour. Avant même de nous parler de l'exposition, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que sont les nanotechnologies? Bien sûr. Les nanotechnologies, en fait, c'est une question d'échelle. Nano veut dire nain, tout simplement. Donc, on parle d'une très petite échelle. Un nanomètre est égal à 1 milliardième de mètre. Donc, c'est 0,801 mètre. Donc, c'est très petit. Donc, les nanotechnologies, ensuite, on peut les classer dans différents domaines là, qui travaillent dans ce qu'on appelle l'infiniment petit, en quelque sorte. Il peut y avoir des matériaux, ou est-ce qu'ils développent des nouveaux matériaux qui sont spécifiques à cette échelle-là. On parle aussi de santé, de médecine, qui travaillent aussi à l'échelle nanométrique, ou encore dans le domaine de la microélectronique, qu'on connaît bien, qu'on pourrait même appeler de la nanoélectronique, vu l'échelle dont on parle. J'entends parler de petits canards, de science-fiction, de bornes connectées. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que réserve le parcours? Oui, c'est le petit côté sympathique de l'exposition. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu d'abord ramener le visiteur à ses préjugés ou encore à ses idées préconçues par rapport aux nanotechnologies. Donc, ils sont beaucoup influencés, ces idées-là, par les films de science-fiction, les œuvres, d'autres œuvres de science-fiction, de la littérature, tout ça. Donc, dès le début de l'exposition, on positionne le visiteur avec, bon, où est-ce que vous avez vu de la nanotechnologie dans votre vie? Peut-être dans Terminator, dans Iron Man, dans Hulk, ce genre de choses-là. Et ensuite, on l'amène vers la réalité. C'est quoi la nanotechnologie autour de nous? Donc, c'est ce qu'on fait au départ. Les canards, eux, portent chacun un nom d'un personnage de science-fiction pour rester dans le thème. Et là, ils sont munis en fait d'une puce qui permet de récolter des données tout au fil de la visite de l'exposition. Parce qu'on demande aux visiteurs de se positionner. Donc, est-ce qu'on dit oui ou non au développement des nanotechnologies? Donc, le canard permet de faire ces choix-là puis d'exprimer son opinion au fil de la visite. D'accord, donc il y a un recueil de données tout au long du parcours. Et comment se matérialise le résultat? En fait, on a des résultats individuels. On va donc à la fin du parcours, le visiteur retourne son canard et là, on lit les résultats de son vote aux 7 stations qui sont réparties dans l'exposition. Et là, il va voir, bon, je suis rentrée du côté du oui aux nanotechnologies et finalement, je me place un peu plus du côté du non, je suis moins certain, il y a des choses qui me font peur, par exemple. Donc, le visiteur voit le bilan de son parcours et ensuite, on lui présente aussi son parcours par rapport au parcours des autres visiteurs de l'exposition. Et ça, on l'exploite aussi pour le présenter sur le web, le site web du musée, qui va faire une synthèse, en fait, des résultats des visiteurs et qui va montrer l'influence, en fait, de la visite de l'exposition sur l'opinion des visiteurs par rapport aux nanotechnologies. Très bien, eh bien merci Anouk. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez jusqu'au 2 avril 2017 pour profiter de cette expérience, donc aucune raison de la manquer. Alors que le numérique fait partie intégrante des discussions concernant l'éducation, les technologies contribuent grandement à la mise en valeur des contenus culturels. Pour le démontrer, on vous parle du projet Manivelle et également d'un nouveau phénomène, celui des booktubers. Manivelle est un réseau d'affichage interactif numérique conçu pour les contenus culturels et locaux.
Le projet a été développé en partenariat avec des bibliothèques publiques, collégiales et universitaires à travers la province, dont la Bibliothèque Gabriel-Roy de Québec. Il s'agit du premier système pensé spécifiquement pour la diffusion en réseau et l'affichage de contenus culturels et locaux dans l'espace public. Manivelle permet entre autres aux usagers de retrouver des points manivelle pour découvrir et explorer des contenus culturels et locaux, tels que les services de leur ville, la collection numérique disponible dans leur bibliothèque ou prendre connaissance des activités aux alentours. Le réseau permet aussi aux lieux et institutions publiques de gérer et afficher du contenu facilement tout en animant leur espace. Et finalement, elle permet aux producteurs de contenu de disposer d'une vitrine complémentaire pour diffuser et promouvoir leurs informations. La critique littéraire connaît une revitalisation de son modèle grâce à l'avènement des booktubers. Le phénomène a fait son apparition en 2009 aux États-Unis, mais est de plus en plus présent en France, en Belgique et même au Québec depuis 2 ans. Le concept est simple. Les lecteurs publient des vidéos sur leur chaîne YouTube et commentent de façon positive ou négative leurs récentes lectures, partagent leurs découvertes ou leurs coups de cœur littéraires. Teintés d'humour et d'authenticité, ils rassemblent autour d'eux une communauté mondiale de lecteurs. Les booktubers ont un impact significatif sur les choix des lecteurs, dont les ventes de livres. Comme l'exprime Sophie Gagnon du blog Sophie, anciennement enseignante au secondaire, le petit monde des booktubers est particulièrement actif et interactif. Les adolescents sont le plus grand public des chaînes liées aux livres et la majorité des booktubers sont des jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans. Par ailleurs, au sujet de Sophie, afin d'inciter les jeunes à lire, elle a créé la carte de métro de la rentrée littéraire du printemps 2016, parrainée par les librairies Pantoute, et elle permet d'en apprendre davantage sur chaque livre en un coup d'œil. Parlant des 18-25 ans, Speed Media s'est lancé dans la web-série avec Erreur 404. Entièrement tournée à Québec, ça raconte l'histoire des péripéties de 2 cégepiens très habiles avec la technologie. Karine Lesage a rencontré la maison de production pour nous. Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont acheté un scooter de l'année, un noir, avec des lignes jaunes pis tout. Une semaine après, j'ai rentré dans une bonne fontaine puis je me suis pété la jambe. Le scooter était pas mal scrap, j'étais pas content. Ça fait que pour me calmer, mes parents m'ont offert un laptop. Ils auraient jamais dû faire ça. Aujourd'hui, je suis sûr qu'ils regrettent. Je me trouve actuellement dans les bureaux de la maison de production Speed Media à Québec pour faire la rencontre de Nathalie Fleury, productrice et instigatrice du tout nouveau projet de web-série Erreur 404. Bonjour Nathalie. Bonjour. D'abord Nathalie, explique-moi de quoi traite Erreur 404, parce que je suis certaine qu'il n'y a aucun lien avec les pages non trouvées sur le web qui est écrit Erreur 404. Non, c'est ça. Erreur 404, c'est une série qui traite sur la cybersécurité. C'est une idée qu'on a eue, un projet qui a été initié. Et on va à la rencontre de 2 jeunes qui, techniquement, sont au cégep, trouvent plate un petit peu de manger toujours la même chose, décident de hacker le site de la cafétéria et changer le menu. Et en changeant le menu, on s'aperçoit que, oups, ils sont rentrés dans un système qui va nous amener très, très loin, qui va nous amener... Par contre, on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans loin de là, mais c'est vraiment la cybersécurité, jusqu'où tout ça peut aller pour nos jeunes. Pourquoi web-série? Parce que c'est des jeunes, donc la clientèle cible qu'on veut toucher, c'est les jeunes. Ils sont sur le web, donc on va y aller avec des petites capsules 10 x 5 minutes. Et c'est un projet 100% fait à Québec, à moins que je me trompe. Oui, c'est un projet qui a été 100% fait à Québec. Tous les artisans, les seuls gens qui sont de l'extérieur, c'est notre mentor qui nous a un peu chapeauté parce qu'on a eu bien sûr droit au fonds Cogeco pour la scénarisation et le scénariste, parce qu'on devait avoir un scénariste qui avait déjà fait de la web-série. À Québec, dans notre giron, il n'y en avait comme pas, donc on s'est orienté avec Olivier Simard qui a déjà fait Les Guerriers. Alors, c'est notre scénariste pour le projet Erreur 404. Puis tout le reste de l'équipe? Le reste de l'équipe, il est d'ici. On parle de comédiens, 2 comédiens qui sont au conservatoire, un qui termine cette année. Puis, aussi drôle que ça puisse paraître, ces 2 comédiens-là, c'était 2 amis. Quand on a passé notre casting, c'est 2 personnes qu'on avait décidé de faire passer pour les 2 rôles. Et on a appris lors du casting qu'ils étaient colocataires. Donc, fait que c'est vraiment des gens, tous des gens de Québec. Je pense que c'est important, il faut trouver des projets qui vont nous permettre de faire, je dirais, de donner de l'emploi, c'est une manière de parler, mais des projets intéressants qui vont passionner les artisans, parce qu'on a quand même des gens qui ont beaucoup de talent ici à Québec. Et ce genre de projet-là, ben, c'est ça qui permet de les faire rayonner. Je crois qu'actuellement, vous êtes en attente d'une réponse pour une demande de financement du Fonds indépendant de production. Qu'en est-il de ce dossier? Bon, en date d'aujourd'hui, la réponse a été négative. Il y avait quand même 58 projets pour le Québec
qui avaient été déposés et il n'en prenait qu'environ une douzaine. Donc, pour pouvoir passer la première ronde. Puis, il y avait une autre ronde aussi où il restait 5 projets seulement. On était quand même bien cotés, tout ça, mais on n'a pas été choisis. Par contre, nous sommes en préparation pour notre prochain plan B. Merci beaucoup, Nathalie. Je souhaite vraiment que vous puissiez réaliser vos 10 capsules. Et pour ceux et celles qui souhaitent voir la bande-annonce en attendant, vous n'avez qu'à vous rendre sur YouTube et taper Erreur 404. Merci. Merci beaucoup. Et si la technologie devenait une source de créativité? C'est le cas de l'événement Muséomix et du projet de laboratoire de création numérique de la bibliothèque Félix Leclerc. L'objectif de Muséomix est de rendre un musée encore plus sympathique, intéressant et ouvert à sa communauté. En 3 jours seulement, une dizaine d'équipes de 6 personnes qui proviennent de disciplines complémentaires telles la programmation, les communications, les arts, etc., investissent un musée pour y concevoir devant public un dispositif qui vise à rendre plus accessible une œuvre ou un lieu au cœur du musée. Par exemple, rendre accessible par la réalité augmentée des œuvres dans les réserves qui ne peuvent être manipulées. Donner vie à un objet inerte pour aviser la curiosité des plus petits. Il s'agit donc d'un marathon culturel de 3 jours qui vise à décloisonner notre patrimoine culturel. Organisé en simultané dans différents musées situés dans une dizaine de villes à travers le monde, le concept Muséomix a été initié en France en 2011. L'automne dernier, pour sa 3e édition en Amérique du Nord, le mouvement Muséomix a pris d'assaut le Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée national des beaux-arts du Québec. L'an prochain, Muséomix promet de remixer d'autres musées à Montréal, Québec et dans le Bas-Saint-Laurent. La Ville de Québec a ciblé 2 bibliothèques pour recevoir un nouveau laboratoire de création numérique. L'un sera à la bibliothèque Félix Leclerc et l'autre à la bibliothèque Paul-Émile Paiement. Ce laboratoire d'intégration va permettre aux jeunes de 13 à 17 ans de s'exprimer en réalisant sur un support numérique des romans, des bandes dessinées, des courts-métrages, des chansons ou encore du mixage de musique. L'objectif étant de stimuler leur intérêt et d'accroître leur présence en bibliothèque. Ce projet vise à devenir un modèle pour les bibliothèques publiques au Québec. Ça n'est certainement pas les idées et le talent qui manquent à Québec. Merci d'avoir découvert toutes ces belles innovations culturelles avec nous. Et à une prochaine émission, on rencontre un professeur de 6e année qui intègre de façon bien singulière la technologie à sa méthode d'enseignement. Également un logiciel qui sauve la vie de nos laitues romaines et autres sujets entourant créativité et solutions interactives. Ici Céline Delval et Marie-Hélène Raymond et on vous dit à bientôt!